C'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit Vincent Blanchette, qui, au cours des dernières semaines, a réussi un exploit digne de mention. Pour les joueurs de golf, vous allez réaliser tout de suite. Imaginez, Vincent a joué 60 lors de la deuxième ronde de la Coupe Canada Sandy-Marc Desjardins. Salut Vincent, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Vincent, tout d'abord, félicitations. Jouer 60 sur une ronde de golf, c'est exceptionnel. Oui, c'était une journée extraordinaire. En fait, tout allait très, très bien. Est-ce que, là, il y a des joueurs de golf qui doivent se demander, tu joues 60, tout fonctionne cette journée-là. Il n'y a pas rien, il n'y a pas un aspect de ton jeu qui accrochait, là, soit tes coups de départ ou les coups sur les verres, tout fonctionnait. Non, exactement. Non, mon driver était excellent. Donc, puis je sortais driver à chaque trou. OK. Même si c'était serré, j'avais confiance en mon driver. Donc, il me restait des wedges en main. Puis mes wedges, je voyais que le drapeau. Puis en fait, sur mon moins 12, donc 60, c'est moins 12, j'ai pas fait un putt en haut de 10 pieds. Donc, Mais voyons donc. Tous mes coups roulés étaient en dedans de 10 pieds. Donc, ça prouve que j'étais vraiment proche du fanion. Quand tu repenses à cette journée-là, c'est une journée de rêve, c'est une journée parfaite, jouer 60 au golf. C'est exceptionnel, je le dis, je le répète parce que j'en reviens pas. Est-ce que tu étais dans ta bulle? Qu'est-ce qui se passait de spécial cette journée-là? Oui, exactement. J'étais concentré dans ma bulle. J'avais mon cadet, Raphaël Lapierre-Messier, qui est un très bon golfeur aussi, qui m'aidait à rester concentré. Donc, à ne pas focusser sur le score. Puis j'ai eu un départ canon. J'étais moins 5 après mes 4 premiers trous. Donc, ça aurait été facile de penser à mon score puis de m'emballer et de... Mais là, ton cadet, qu'est-ce qu'il disait? Concentre-toi sur ton jeu, exact. Un coup à la fois, pense pas à ton pointage. Exactement, un coup à la fois. Même si je venais de faire un super beau birdie, dans le fond, on essayait de l'oublier. Ah oui? Ça, ouais, c'était le secret de cette ronde-là, c'est d'essayer d'oublier ce qui venait de se passer. Peu importe si j'étais moins 8, non, il fallait l'oublier comme si je jouais 18 games dans le même game. Tu as joué 60. Je pense que le record absolu, ou presque, c'est 59. Est-ce que tu as pensé pendant la ronde, dire, écoute, tout est parfait cette journée-là, et je m'en vais vers une ronde de 59. Est-ce que c'est possible? Seulement vers la fin, je dirais. Ouais, oui? Vers la fin, en fait, c'était quasi impossible parce que j'ai fini ma ronde en faisant un birdie, eagle et birdie. Donc, en fait, il fallait que... Il me restait 1 par 4. J'ai commencé au 10, donc je finissais au 9. OK. Il me restait 80 verges. Et c'est là que j'ai passé. J'ai dit, OK, celle-là, il faut que je la mette dans le trou pour jouer 59. Mais Tu y as pensé? J'y ai pensé, j'ai passé très proche. Pour le vrai? Oui, j'ai passé vraiment proche. Tellement que j'étais dans la zone, cette journée-là, ça n'avait pas de bon sens. Je l'ai mis à 3 pieds, j'ai fait le coup roulé pour 60. Tu étais tellement concentré, tellement dans ta zone. Est-ce que quand tu y repenses, tu te dis, c'est impossible de retourner là? C'est pas impossible, non, c'est pas impossible. Je dirais qu'avant cette journée-là, j'avais déjà été dans la zone comme ça, mais pour seulement 5 trous, 6 trous, jamais pour un 18 trous complet. Donc, si je me dis que si ça recommence une journée comme ça, je vais essayer de faire la même stratégie. En espérant que tu aies le même cadet qui va te dire exactement les mêmes conseils. Exactement. Est-ce que tu as vécu cet événement-là seul? Est-ce qu'il y avait des membres de ta famille qui étaient sur place? Oui, mon père, mon grand-père, des amis de la famille aussi. Comment ils ont réagi? Ton père, là, je le connais. Là, non, mais comment il a réagi, ton père? En fait, il faisait faire... il me faisait jouer tout seul. Dans le fond, je savais pas. J'étais tellement dans la zone que au golf, je les regardais même pas. Okay. Je savais pas comment ils réagissaient. J'entendais des applaudissements, c'est sûr, mais... mais t'as pas entendu ton père ou ton grand-père dire « Lâche pas, Vincent, t'es capable, t'es dedans, là, lâche pas ». Est-ce que ça t'aurait sorti de ta jambe? Non, je pense pas que... Je pense pas. J'étais pas journée-là. Non, mais... non, il me laissait faire avec mon cadet. Puis c'est seulement à la fin, quand j'ai fait mon dernier coup roulé, qu'ils sont venus me voir, puis il y avait les larmes aux yeux. Ben, je comprends. Tu vois ton fils réussir un exploit de la sorte. Ça, écoute, juste en parler, j'en ai frissons, ça n'a pas de bon sens. J'imagine que ton père et ton grand-père qui ont vécu ça avec toi, c'était tout simplement exceptionnel.
Ouais. Plusieurs personnes me demandent, écoute, il y a toi, il y a également, lors de cette ronde-là, Étienne Papineau, qui a très bien fait, qui a gagné la catégorie amateur. Exactement. La même ronde, il a joué 63, lui. Ce qui n'est pas méchant. Ouais, c'est exactement moins 9. Ouais. L'art de passer à côté. Non, mais tu joues 63, il n'y a pas personne qui parle de ta ronde parce qu'il y en a un autre, un comique qui a joué 60. Non, mais les gens me posent souvent la question, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de Québécois qui réussissent au golf? Il y a quelques années, là, j'en parlais avec Rémi Bouchard, entre autres, puis il racontait que c'est très, très, très difficile de penser être capable de rivaliser avec les autres Canadiens et surtout pas avec les Américains. Comment ça se fait que votre génération, vous êtes capable de jouer de la sorte? C'est une bonne question. Moi, j'ai une petite théorie peut-être. Je veux l'entendre. Comme moi, Étienne, j'ai rien contre le Québec. Non. Le programme québécois, mais on s'est exilé aux États-Unis pour aller jouer dans la NCAA au golf. Puis on a appris à rivaliser avec les meilleurs des États-Unis. Puis la compétition, sans être méchant, est extrêmement forte aux États-Unis comparée au Québec. La compétition est très forte et la condition des terrains aussi. On ne joue pas sur le même gazon dans le sud des États-Unis qu'on joue au Québec. Exactement. C'est plus dur, c'est plus ferme. Les conditions sont clairement plus difficiles aux États-Unis. On me disait que c'est sûr et certain que les nouveaux programmes sport-études au Québec aident les jeunes golfeurs. Mais par la suite, ceux qui réussissent à décrocher des bourses pour aller jouer NCAA, ça fait toute la différence. Parce que là, tout au long de tes études, tu as été là pendant 4 ans de temps, tu as pratiqué ton sport. Mm-hmm, exactement. Tandis que si tu restes au Québec, tu frappes dans un filet l'hiver, puis c'est vraiment différent que de jouer au golf à l'année longue sur du gazon, sur la belle température. Parle-nous de ton expérience. Tu fréquentais quelle université? Gardner-Webb. Ça, c'est en Caroline. C'est en Caroline du Nord, à la frontière de la Caroline du Sud. OK. Tu as été là pendant 4 ans. Tu as étudié et terminé ton cours en finance. Finance, exact. Ouais. Exactement. C'est donc dire que là, tu es présentement professionnel au golf, mais si la semaine prochaine, tu décides de commencer à travailler, tu as ton cours, tu as complété. Ça, c'est une autre grosse différence. Oui, c'est un bel atout que j'ai. Oui, exactement. Ça fait combien de temps que tu es professionnel? J'ai tourné professionnel au printemps 2017. Donc, tout de suite quand tu as fini l'école? Tout de suite quand j'ai fini l'école, exact. Et tu as eu, j'allais dire, aucune hésitation à passer chez les professionnels? Aucune hésitation. Je sentais que j'étais prêt à devenir professionnel puis apprendre à jouer en tant que professionnel parce que c'est super différent de jouer pour de l'argent que de jouer pour... l'honneur. Pour l'honneur, exact. Oui, parce que ou des certificats cadeaux dans un pro shop. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça fait toute la différence. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, lorsque vous jouez NCAA, première division, il y a de très, très gros tournois. Il y a des tournois là, qui sont présentés sur ESPN. Explique-nous donc comment ça fonctionne, une saison de golf aux États-Unis. Donc, une école a à peu près une douzaine de tournois. Il y a 2 saisons, donc à l'automne et au printemps. OK. Je dirais que c'est divisé peut-être 6-6. 6 tournois à l'automne, 6 tournois au printemps. Puis, à la fin de l'année, il y a un championnat de la conférence. Tout dépendant si la conférence est très bonne ou moyenne. Donc, comme nous, le champion de la conférence allait aux régionaux. OK. Les régionaux regroupent, par exemple, tous les champions de conférence. Puis après les régionaux, donc c'est les nationaux. Si tu te classes parmi, je pense que c'est les 5 premiers de tes régionaux, tu vas aux nationaux. As-tu déjà eu la chance de participer au championnat national? Non, malheureusement, non. Gardner-Webb, on était une petite école, ouais. OK. Bien, je dis, il paraît, je l'ai vu à la télé, là, c'est vraiment exceptionnel. Les grandes universités sont là, rivalisent pour remporter les grands honneurs. Il y a... c'est assez fort, la NCAA. Je dis assez fort, là, je suis un peu sarcastique. Là. C'est très, très fort, la NCAA aux États-Unis. Pour avoir passé les douanes régulièrement, les douaniers disent les vrais sportifs, les vrais professionnels sont dans la NCAA. Le reste, c'est du sport amateur. C'est le cas de le dire. À l'université, vous êtes des héros. Oui, c'est... Ben, je dirais surtout dans le Sud, là, c'est les joueurs de football puis les joueurs de basketball qui sont les héros parce que c'est tellement populaire. Les joueurs de golf, on passe un peu plus sur le silence. Là. OK. Mais non, c'est le fun. Surtout dans un environnement comme j'étais, on était une petite école, puis on avait à peu près tous les sports. Là. Fait que tous les athlètes se reconnaissaient dans le campus. On saluait tout le monde.
Je dirais que la plupart des gens étaient amis entre eux. Donc, c'était une super belle expérience. Chez les professionnels maintenant au Québec, il y a quelques années, on était reconnu pour aller chercher de bonnes bourses. Est-ce qu'on peut vivre en étant professionnel au Québec au golf? Ça prend des commanditaires. Je dirais que les bourses sont beaucoup moins importantes que là, une couple d'années. OK. Mais le but, c'est vraiment de s'exiler aux États-Unis puis de grimper les échelons. Est-ce que c'est ton objectif? Ouais. Oui, tu joues au professionnel ici au Québec, mais tu as étudié aux États-Unis. J'imagine que si jamais tu as la chance de faire le saut de l'autre côté, tu y vas. C'est quoi les étapes pour atteindre? Parce que là, les gens vont se dire, pour aller jouer dans la PGA, ça va pas aussi vite que ça quand même. Non. Il y a des étapes, c'est comme un peu la Ligue nationale de hockey, il y a des étapes à franchir. Exactement. Quelles sont ces étapes? Donc, les filiales de la PGA, il y a le Korn Ferry, qui était l'ancien Web.com, qui est devenu le Korn Ferry. Puis avant, il y a le Mackenzie Tour ou le PGA Tour Latino. OK. Ou il y a même PGA Tour China, qui est comme sont toutes le même niveau. Le même niveau. Même OK. niveau, exact. Donc, il y a des qualifications à l'automne pour aller directement sur le Korn Ferry, ce que je vais faire cet automne. Puis... les qualifications ont lieu où exactement? Il y a 12 ou 13 places où est-ce que les gens peuvent se qualifier. Donc, c'est 3 étapes. Un peu comme la NCA, comme j'expliquais tantôt. Si tu te classes à la première étape, tu passes à la deuxième. Puis à la deuxième, c'est tous ceux qui ont passé la première étape qui se regroupent dans un site. Puis ainsi de suite. Là, si tu passes la deuxième étape, tu te retrouves à l'étape finale. Moi, je trouve ça, j'allais dire, horrible jouer au golf. Parce que si tu signes dans la Ligue nationale de hockey, ton salaire est assuré. Tu as signé un contrat de 3 ans avec les Blackhawks de Chicago, tu as un salaire pendant 3 ans. Quand tu tentes de faire ta place sur le grand circuit, sur le PGA Tour, il faut que tu te battes à toutes les semaines jusqu'à temps que tu as réussi à te qualifier. Et là, les qualifications souvent ont lieu, pour les gens qui nous regardent, là, le lundi, mardi, si tu gagnes le tournoi, tu as le droit d'aller jeudi. Jeudi, il faut que tu te battes pour être capable de faire la fin de semaine. Donc, tu te batailles tout le temps pour réussir à aller chercher un peu d'argent pour essayer d'aller plus loin. C'est beaucoup de pression pour les golfeurs. Oui, c'est beaucoup de pression. C'est pour ça que ça prend... des commanditaires. Ça prend des commanditaires, exact. Ouais. Je vois ton chandail Longueuil Honda, Pierre Petroni, ça me dit quelque chose, ça? Ouais. C'est un de tes commanditaires? Oui. Pierre Petroni a été également ton entraîneur parce que Vincent Blanchette a joué au hockey, pas seulement au golf. Il a joué dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Saguenayens de Chicoutimi et tu as terminé ta carrière chez les juniors avec le Collège français de Longueuil avec Pierre Petroni. C'est de là qu'il est devenu ton commanditaire? Oui. Oui, j'ai été le capitaine à Pierre ma dernière année, puis on a gagné un championnat. Puis il m'avait bien aimé, puis il voulait embarquer dans mon aventure, dans mon projet de devenir professionnel. Fait que ça fait 3 ans là, que Pierre et Chantal Morin, la propriétaire du Longueuil Honda, m'encouragent. C'est quand même fou, hein, parce que plus on parle à des athlètes, plus on parle à des athlètes amateurs ou des jeunes professionnels, il faut toujours des commanditaires, il faut toujours des gens qui s'impliquent et souvent, ce sont les mêmes personnes. On parle de Pierre Petroni. Il a été entraîneur au hockey pendant des siècles et des siècles. Il a commencé dans le temps avec Martin Brodeur à Saint-Hyacinthe. Oui. Donc, il a dirigé pendant des années et Pierre s'implique tout le temps auprès des jeunes. Puis même si c'était du golf, il a embarqué dans ton aventure. Oui. Il voyait que... Il m'a toujours dit « T'es un bon petit gars, tu sais qu'est-ce que tu veux faire, tu sais où tu t'en vas, donc il n'avait pas peur d'embarquer. Est-ce que tu es associé à un club de golf également? Ouais. Parce que plusieurs professionnels ici, pour gagner, mis à part les tournois, sont associés à un club de golf. Ouais. Toi, tu es associé à Pine Grove. Au Pine Grove, qui est un des plus beaux terrains au Québec. Oui, vraiment. Il est super beau. C'est un endroit idéal pour pratiquer. En fait, moi, avant, j'ai fait mon golf junior à Saint-Jean. OK. Ce qui était parfait pour moi. Puis, à un certain niveau, il a fallu que je change de place pour développer mon jeu plus long. OK. Pine Grove, c'est la place idéale. Là. Un grand driving range, terrain de renommée. Presque international. Mais il y a déjà eu des tournois internationaux sur le Canadian Open de la PGA 2 fois. Est-ce que vous êtes supervisé par Rémi Bouchard? Rémi nous aide beaucoup, oui. Oui, parce qu'il est toujours aussi impliqué avec Golf Canada et tout ça. Exact. Il sait
dans quelle aventure on s'embarque parce qu'il a passé par là. Bien, c'est ce que j'allais dire. Puis il a connu beaucoup de succès ici au Québec, entre autres, et ça au niveau canadien. Mais encore une fois, comme Rémi me disait, on n'a pas été capable de percer. Jean-Louis Lamande me dit la même chose. Réussir à percer aux États-Unis. Tu es confiant de réussir, Vincent? Très confiant. Vincent, c'est ce que je vais te souhaiter. Merci Écoute, tu es un gars extrêmement sympathique. Tu as fait des sacrifices dans la vie pour aller étudier aux États-Unis. Tu as même ton cours en finance, maintenant professionnel ici au Québec et qui vise d'aller jouer un jour aux États-Unis. Vincent Blanchette, je te souhaite la meilleure des chances. Merci d'être venu. Puis écoute, on va continuer à suivre tes exploits. Merci François. Merci.